Spinoza et la constitution de la Terre vivante. Volet 7. Les limites de l'approche spinoziste et ses compléments pour une écologie contemporaine. Jusqu'à présent, nous avons exploré la richesse et la profondeur de la philosophie de Spinoza pour penser la Terre vivante, en soulignant la pertinence de sa métaphysique moniste et de son éthique de l'immanence. Cependant, comme toute pensée philosophique, l'approche spinoziste, formulée au XVIIe siècle, présente certaines limites lorsqu'elle est confrontée aux défis spécifiques et à la complexité de la crise écologique contemporaine. Reconnaître ces limites n'amoindrit en rien sa puissance, mais permet d'identifier les compléments nécessaires pour bâtir une écologie complète et opérationnelle. La question de l'action politique collective. L'une des principales critiques adressées à Spinoza, notamment dans un contexte écologique, concerne la difficulté à passer de la compréhension individuelle à l'action politique collective organisée. L'éthique spinoziste met l'accent sur la quête de la liberté individuelle par la connaissance adéquate et l'amour intellectuel de Dieu, nature. Le salut est avant tout une affaire de transformation intérieure et de compréhension rationnelle. Si Spinoza évoque l'utilité de l'union des hommes pour augmenter leur puissance d'agir, il ne développe pas une théorie de l'État ou des institutions politiques spécifiquement orientées vers la gestion collective de biens communs ou la régulation des impacts environnementaux à grande échelle. Dans un monde confronté à des problèmes globaux comme le changement climatique ou la perte de biodiversité, qui exigent une coordination internationale, des législations contraignantes et des mécanismes de gouvernance complexes, la philosophie de Spinoza peut sembler manquer d'outils concrets pour l'organisation politique de l'écologie. La nécessité seule ne suffit pas à créer l'action collective sans structure, sans règles, sans débat public et sans mécanisme de décision et de mise en œuvre. L'absence de concept de responsabilité morale, au sens traditionnel. En Spinoza, il n'y a pas de liberté de choix au sens d'un libre arbitre qui permettrait d'agir indépendamment des chaînes de causalité. Tout est nécessaire. Cette absence de libre arbitre rend problématique la notion traditionnelle de responsabilité morale et de culpabilité individuelle. Si nos actions sont déterminées par des causes antérieures, comment pourrions-nous être responsables des dommages environnementaux ? Bien que l'éthique spinoziste nous pousse à agir en accord avec la nature par la compréhension et la joie, et non par la peur ou le devoir, cela peut ne pas suffire à mobiliser ceux qui ne sont pas encore parvenus à cette connaissance adéquate. Pour une éthique environnementale contemporaine, le sentiment de responsabilité, de devoir et parfois de culpabilité, positive, qui pousse à l'action, joue un rôle non négligeable dans la mobilisation des individus et des sociétés. L'approche spinoziste, bien que puissante, ne remplace pas entièrement le besoin d'un cadre éthique plus traditionnel qui inclut la notion de faute et de réparation. Un anthropocentrisme subtil ou une vision trop abstraite de la nature. Certains critiques pourraient arguer que, malgré son rejet explicite de l'anthropocentrisme, Spinoza reste un philosophe profondément humain-centré dans la mesure où la béatitude et la liberté qu'il vise sont celles de l'homme. La nature est comprise comme perfection en soi, mais l'objectif ultime de cette compréhension est l'épanouissement humain. De plus, la nature chez Spinoza est souvent perçue comme une entité abstraite, la totalité de l'être et de la puissance. Elle ne se prête pas facilement à une identification avec la nature sauvage, ou les paysages spécifiques que nous valorisons ou que nous nous efforçons de protéger concrètement. La question de la valeur intrinsèque des non-humains, animaux, plantes, écosystèmes, au-delà de leur participation à la substance divine ou de leur utilité pour l'homme est une interrogation qui a émergé avec l'écologie profonde et qui n'est pas directement traitée par Spinoza, même si sa vision de la nature comme divine en soi ouvre des portes à cette reconnaissance. Complément nécessaire pour une écologie opérationnelle. Malgré ses limites, la force de Spinoza réside dans sa capacité à fournir un socle métaphysique et éthique puissant pour une écologie non dualiste. Les compléments nécessaires ne sont pas des réfutations, mais des ajouts qui permettent de passer de la théorie à la pratique. 1. Théorie de la justice écologique et de la gouvernance. Intégrer les travaux sur la justice environnementale, les droits de la nature,
et les modèles de gouvernance participative et démocratique pour traduire la compréhension spinoziste en actions politiques concrètes. 2. Psychologie et pédagogie de l'action. Compléter la compréhension de Spinoza par des approches qui mobilisent non seulement la raison, mais aussi les émotions et les récits pour engager un plus grand nombre de personnes dans l'action écologique. La tristesse face au désastre ou l'espoir face à la régénération sont des affects qui peuvent être canalisés. 3. Philosophies écologiques contemporaines. Dialoguer avec des penseurs comme Arne Naess, Écologie profonde, Bruno Latour, Gaïa et agencement, ou Donna Haraway, Cthulhucène, qui proposent des cadres plus spécifiques pour penser l'interdépendance des vivants, le rôle de la science, et la construction de collectifs hybrides. 4. Connaissance scientifique. La métaphysique de Spinoza est une structure, mais elle doit être remplie par les connaissances scientifiques les plus à jour sur les écosystèmes, les cycles biogéochimiques, le climat et les impacts anthropiques. La compréhension adéquate de la nature passe aujourd'hui par une écoute attentive de la science. En conclusion, la philosophie de Spinoza offre une boussole fondamentale pour naviguer dans l'Anthropocène, nous rappelant notre profonde immanence au sein de la nature et la nécessité de l'amour intellectuel de cette dernière. Ces limites soulignent l'évolution de la pensée écologique et la nécessité d'un dialogue constructif entre différentes approches philosophiques, scientifiques et politiques pour construire une réponse véritablement holistique et efficace à la crise de la Terre vivante. Elle nous fournit la sagesse de base, les autres nous donnent les moyens d'agir.